Merci énormément de nous faire confiance. Bienvenue dans Entre les lignes encore une fois. C'est un plaisir immense de vous avoir et de vous permettre de nous suivre à nouveau. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet que peut-être vous n'avez pas l'habitude de suivre ou d'écouter. On vous parlera de l'ARSP. L'ARSP, aujourd'hui dirigé par M. Ted Baléchaï. On va donc aller en profondeur. C'est quoi cette agence? Quelles sont ses missions? Pourquoi elle existe? Quel est l'apport? Quel est son apport dans la sous-traitance en République démocratique du Congo? En face de nous, Maître Mega Lumbala Théophile. Comment allez-vous, Maître? Non, ça va très bien. Ça. Je me porte comme un chat. Alors, qui est-il, Maître Théophile? Maître Mega Lumbala Théophile est expert en droit des affaires. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, auteur des 2 ouvrages publiés aux éditions Union européenne à Paris. Il est également coordonnateur du collectif des chercheurs dans la bonne gouvernance. Merci énormément de nous faire cet honneur d'être chez nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, d'entrée des jeux, parce qu'on a parlé de l'ARSP, d'entrée en liminaire, mais ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur l'ARSP? C'est quoi l'ARSP? Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois de plus. Je vous en prie. D'abord, l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, a été créée en 2017. D'accord. Notamment par la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, comme un établissement public. À la différence avec les entreprises publiques, puisque souvent, il y a une confusion qui est faite sur l'ARSP. Il y a certaines qui pensent que l'ARSP, c'est une entreprise publique. Oui. Bon, je ne voudrais pas entrer dans le détail sur cette catégorisation, mais l'ARSP, c'est un établissement public qui avait été créé en 2017. Permettez-moi quand même, avant d'aborder l'émission principale ou les rôles de l'ARSP, que je vous donne quand même la ratio legis, c'est-à-dire la raison d'être de cette loi. Qu'est-ce qui avait poussé les gouvernements en 2017 de créer l'ARSP? Permettez-moi quand même de revenir là-dessus. C'est très important, parce que pour les gens qui nous suivent, ils doivent comprendre, exactement, en tout cas l'importance, d'où vient l'idée de créer notamment l'ARSP. Nous sommes en 2017. Les gouvernements congolais constatent que presque tous les secteurs de l'économie nationale, notamment le mine, les hydrocarbures, le bâtiment ainsi que la télécom, c'était sous la penchette des entreprises congolaises à capitaux étrangers ou des entreprises filiales de multinationales. C'est-à-dire, ces entreprises, à l'époque, en 2017, exerçaient non seulement les activités principales, mais exerçaient également les activités qui leur sont annexes ou connexes. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je vous donne un exemple pour être un peu plus pragmatique et précis dans ce que je dis. Oui. C'est qu'en 2017, je prends les cas de secteur minier, parce que c'est le secteur un peu prolifique, notamment aujourd'hui qu'on parle beaucoup, s'agissant, ça fait partie notamment du poumon économique de notre pays. En 2017, les gouvernements qu'on l'avait constaté que les entreprises principales, puisque ici quand nous parlons des entreprises principales, ce sont les entreprises mères, et non des sous-traitants. En 2017, ces entreprises, pour certains, avaient des activités principales bien déterminées, notamment dans le permis d'exploitation. Donc, vous avez une entreprise principale dont la mission principale, par exemple, c'est l'extraction de minerais. Mais cette entreprise disposait également, non seulement qu'elle faisait l'extraction de minerais, elle disposait des gros véhicules, des engins de benne qui transportaient notamment ces minerais extraits vers l'usine. Non seulement, ces entreprises disposaient également de matériel qui pouvait transformer ces minerais sur place. Alors, cette situation ne favorisait pas, en tout cas, ça ne favorisait pas notamment les entreprises congolaises à capitaux congolais, constituées essentiellement de PME, mais également, ça ne favorisait pas l'émergence de l'expertise nationale. Mais aussi, ça posait problème par rapport à l'assiette fiscale du Trésor public. C'est comme ça que le gouvernement a pensé en 2017 que désormais, il fallait rendre obligatoire la sous-traitance des activités principales ou la sous-traitance des activités connexes et annexes de l'activité principale. C'est-à-dire, désormais,
Vous, l'entreprise principale, dont l'activité principale est bien définie dans le permis d'exploitation, vous ne pouvez plus exercer une activité connexe ou annexe à votre activité principale. Ça signifie quoi par là? Donc, vous, si votre travail, c'est l'extraction de minerais, s'agissant du transport de ces minerais, du lieu de l'extraction vers l'usine, ça doit être une entreprise de sous-traitance. Donc, voilà au moins l'idée maîtresse qu'avait poussé notamment les gouvernements congolais à créer ce que vous appelez aujourd'hui ARSP. Donc, dont la mission principale, notamment la protection de la main-d'œuvre travaillant dans les entreprises de sous-traitance, la création notamment des emplois et l'élargissement. C'est une très belle expression. Et justement, vous avez parlé de cette loi sur l'ARSP. Quand on lit cette loi, justement, l'article 6 impose justement que la règle de 51% pour les nationaux, est-ce que ce n'est pas une mesure protectionniste qui risque de refroidir les investisseurs étrangers? Merci encore une fois de plus pour cette question. Ce qui est vrai, l'article 6 de la loi sur la sous-traitance, c'est une mesure protectionniste. Mais ce n'est pas du protectionnisme aveugle. C'est de la souveraineté économique et de la justice distributive. Dans toutes les grandes industries, toutes les grandes entreprises économiques du monde ont réussi à bâtir leur classe moyenne en protégeant leur marché intérieur. Donc, ça n'a rien à voir avec... ce n'est pas une mesure qui va fragiliser l'investissement. Donc, ce n'est pas une mesure qui va alourdir les investissements. C'est-à-dire, ici, selon les dispositions, les contenus de cette disposition, vous, en tant qu'investisseur, vous apportez votre capital et votre offre technologique pour l'activité principale, tandis que l'économie locale en profite notamment la valeur ajoutée. Donc, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Donc, cette disposition n'a rien à voir avec une protection qui créerait, entre guillemets, l'alourdissement sur les investissements. Mais dans quel cas précis l'ARSP peut apporter une dérogation à une entreprise étrangère? Lorsque vous lisez ces dispositions de l'article 6, l'article 6 vous dit, je dois quand même vous lire la disposition, parce que c'est très important. Il ne faut pas qu'on fasse les débats dans les néants. Exactement. Il faut quand même des éléments que les gens comprennent ce que nous lisons. J'ai avec moi la loi sur la sous-traitance. Et qu'est-ce que l'article 6 vous dit? L'activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promus par les Congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national. Et votre question, c'est dans quel cadre précis? Dans quel cadre précis l'ARSP peut accorder une dérogation à une entreprise principale de sous-traiter une entreprise internationale? Déjà, l'article 6 donne le principe. Oui. C'est-à-dire, pour ce qui est de la sous-traitance, est réservé aux entreprises congolaises à capitaux congolais. C'est-à-dire, aux entreprises dont les Congolais sont majoritaires, à 51%. Ça, c'est le principe qui est posé par l'article 6, que vous avez appelé une mesure protectionniste qui pourrait alourdir notamment l'investissement. Mais l'exception vient quand? La dérogation vient dans la mesure où, lorsque l'entreprise principale, dans le fonctionnement de ses activités, constate que sur le marché, il n'y a aucun sous-traitant qui a la capacité, qui a la qualité requise, donc la compétence requise pour exercer une activité quelconque, annexe ou connexe de l'activité principale. Lorsqu'il n'y a pas une entreprise sous-traitante, une société sous-traitante congolaise qui n'a pas la capacité notamment de réaliser cette activité dont a besoin l'activité principale, l'entreprise principale peut demander une dérogation auprès de l'ARSP, notamment pour qu'elle sous-traite avec une entreprise étrangère, des sous-traitances étrangères. Puisque je vous ai dit que l'activité de sous-traitance, elle est réservée aux entreprises congolaises à capitaux congolais majoritairement. Donc, l'article 6, outre, pose le principe, mais ouvre quand même une exception dans la mesure où il n'y a pas cette expertise localement. Mais ce n'est pas tout. Il y a quand même des garde-fous lorsque vous lisez l'article 6.
non seulement que l'ARESP peut vous accorder une dérogation pour conclure des contrats de sous-traitance avec une entreprise internationale, mais la loi pose une condition, notamment à la société sous-traitante bénéficiaire du marché de l'entreprise principale, que pendant la durée qu'elle va exercer, notamment ses activités, ça peut être 6 mois, 7 mois, qu'elle commence déjà à former les sous-traitants congolais pour qu'après son contrat avec l'entreprise principale, que l'activité reste congolaise. Donc, lorsque on vous accorde une dérogation, l'entreprise principale, pour sous-traiter un étranger pour une activité précise, cette société étrangère sous-traitante a l'obligation de commencer à former les sous-traitants congolais pour qu'après son contrat avec l'entreprise principale, que les Congolais puissent reprendre la rêne notamment de l'activité, mais aussi de la formation requise à cet effet. Ça ne demande pas beaucoup de temps pour la formation de cette main-d'œuvre locale. Ça peut demander combien de temps? Non, mais je ne peux pas quand même vous donner des précisions. Tout dépend notamment de l'activité principale qui est exercée. Parce que je vous ai dit qu'il y a des missions bien précises et des secteurs bien précis. Lorsque nous parlons de mines, vous comprenez ce que ça va avec. Lorsque nous parlons de bâtiments, vous comprenez ce que ça va avec. Lorsque nous parlons des hydrocarbures et de la télécom, vous comprenez ce qui va avec. Donc, tout dépend notamment de la durée du contrat signé entre les sous-traitants et l'entreprise principale. Est-ce que l'ARSP elle-même dispose de pouvoir de sanction des entreprises privées qui ne respectent pas les dispositions de cette loi? Bien sûr que oui. Lorsque vous lisez l'article 28 de la loi de 2017 sur l'ARSP, l'ARSP dispose d'un pouvoir de coercition réel. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise principale n'a pas respecté notamment les 4 légales, l'ARSP a ses pouvoirs notamment de sanctionner. Et ça peut être l'amende, ça peut être la fermeture notamment de l'établissement, ça peut être l'annulation des contrats. Donc, elle dispose notamment, en tout cas, de pouvoirs réels de coercition sur les entreprises qui ne respectent pas. Est-ce qu'on peut lire l'article? Mais bien évidemment, avec moi, je peux vous lire l'article 28. Oui. Est puni d'une peine d'amende de 500 000 à 150 000 francs congolais tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l'article 6 de la présente loi. Donc, lorsque vous, l'entreprise principale, vous sous-traitez avec un étranger en violation de l'article 6, l'ARSP a ses pouvoirs de vous sanctionner, en tout cas, soit en payant l'amende, soit en annulant les contrats, ou soit notamment en fermant votre établissement. Vous avez vu récemment que l'ARSP avait notamment annulé les contrats au Congo central qui n'avaient pas respecté notamment les cadres légaux requis pour ce faire. Mais maître, ces entreprises parfois se plaignent du manque de qualification des PME locales. Mais que faut-il faire dans ce paradoxe-là, quand il s'agit de ce paradoxe? Ce qui est vrai, c'est que les entreprises principales se plaignent souvent de manque de qualification des entreprises congolaises à capitaux congolais ou des sociétés sous-traitantes. Mesdames, je voudrais quand même vous dire quelque chose qui est très très important, que le manque de qualification ne doit pas servir de prétexte permanent pour exclure des Congolais de marché. Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont compétents dans le domaine de la sous-traitance? C'est ce que je vous dis. Je vous dis, le manque de qualification de nos PMI ne doit pas servir de prétexte permanent pour les entreprises principales d'exclure, notamment ces Congolais, des grands marchés. Et d'ailleurs, même, c'est là où intervient notamment le mécanisme de la nouvelle législation, puisqu'actuellement, il y a des projets de loi au Parlement. Il y a le projet de loi sur le contenu local, il y a le projet de loi modifiant cette loi de 2017. Et dans ces projets de loi, il y a des conditions qui sont faites, notamment par les entreprises principales, puisque dans le nouveau projet de loi, il y a l'insertion de certains mécanismes triptyques, notamment lorsque sur l'entreprise principale constate qu'il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiée pour faire exercer telle activité, la nouvelle loi qui est actuellement au Parlement en discussion impose à l'entreprise principale, si l'entrepreneur local a la volonté mais n'a pas la capacité
n'a pas la technicité de signer les contrats de mentorat ou des joint ventures transitoires pour permettre notamment à l'entreprise sous-traitante d'acquérir les compétences nécessaires requises à cette activité-là. Puisque je vous ai dit dès le début que l'objectif même de la création notamment de l'ARSP, outre la création d'emplois, mais c'est également d'émerger l'expertise nationale dans les domaines bien précis. Donc, c'est vrai, et d'ailleurs même c'est ce qui pousse beaucoup d'entreprises de faire les dérogations auprès de l'ARSP pour fuir notamment cette question-là. Alors, le gouvernement est en train d'examiner un nouveau projet de loi qui sera bientôt soumis sous le contenu local. En quoi ce projet de loi va-t-il plus loin que la loi de 2017? Alors, il y a des projets de loi très très importants, attendez d'ailleurs pour l'ARSP. Il y a les projets de loi sur le contenu local, il y a les projets de loi modifiant notamment la loi de 2017 sur la sous-traitance. Il faut d'abord savoir que l'actuelle loi sur la sous-traitance de 2017 ne régule pas la relation contractuelle tripartite, c'est-à-dire donneur d'ordre, sous-traitant et ARSP. Alors que le nouveau projet de loi est transversal. Ça signifie que les nouveaux projets de loi sur la sous-traitance traitent beaucoup de questions qui rentrent dans l'ensemble de l'investissement. Non seulement qu'il impose les quotas, il fait également les obligations sur l'ensemble des investissements, notamment l'obligation qui est faite sur la consommation locale, l'obligation qui est faite d'engagement de cadres locaux, l'obligation qui est faite sur la formation, les financements de la formation et consorts. Donc, cette loi, les deux projets de loi apportent beaucoup d'éléments que l'ancienne loi n'a pas vraiment précisé dans son contenu. Mais justement, ces innovations, comment est-ce qu'elles peuvent apporter un plus pour les entreprises locales? Il y a beaucoup d'innovations, mais pour des raisons pédagogiques, puisque votre émission a également un caractère pédagogique pour ce qui nous suivent, je vais structurer ces innovations en 3 branches. Oui. Sur notamment les deux projets de loi qui sont actuellement au Parlement. Premièrement, partant des innovations, il y a l'obligation qui est faite aux entreprises principales d'avoir un plan annuel. Peut-être que je m'expliquerai plus tard. Deuxième obligation ou deuxième innovation, c'est la création des tripartites, c'est-à-dire triptyques. Les nouveaux projets de loi ont prévu les mentorats, la franchise et les partenariats. C'est-à-dire, les entreprises principales ont désormais l'obligation de parrainer le PMI. Puisque nous avons parlé notamment de la question de l'expertise, qui manque à beaucoup de PMI. Aujourd'hui, avec les 2 nouveaux projets de loi, lorsque l'entreprise constate effectivement qu'il n'y a pas la qualité requise pour effectuer tel service, vous avez l'obligation notamment de parrainer toutes les PME à acquérir notamment cette qualité ou la compétence que vous recherchez. Donc, ce sont des innovations très importantes qui n'étaient pas dans l'ancienne loi et qui vont également profiter à nos PME, puisque l'objectif principal ici, c'est notamment créer une classe moyenne compétente, compétitive pour faire face notamment à la croissance de notre économie. Est-ce que ces lois ne risquent pas de créer une sorte de conflit ou de chevauchement entre les ministères sectoriels, notamment des hydrocarbures et des mines? Ça, c'est une question très très importante qu'il faille au moins souligner. Mais souvent, il y a des doublons sur les compétences lorsque les lois ne sont pas bien harmonisées au Parlement. Et c'est très important que je mentionne là en rouge. Il peut y avoir des conflits de compétences lorsque les lois ne sont pas bien harmonisées au Parlement. Et d'ailleurs, c'est parmi les innovations apportées par la nouvelle loi actuellement au Parlement dont nous avons fait mention, qui fait une distinction nette. Puisqu'avec l'actuelle loi, il y a eu beaucoup de confusions, beaucoup d'écarts. Donc, il y a eu notamment d'intervention dans un domaine qui est réservé à tel, qui est réservé à tel. Mais avec la loi de 2000, la loi qui modifie celle de 2017, il y a une distinction qui est faite. C'est-à-dire, le ministère sectoriel garde la gestion technique de leurs codes respectifs. Et l'ARSP est réaffirmée comme l'unique autorité centrale des contrôles opérationnels, des validations du contenu local
mais également de l'octroi des attestations de conformité. Donc, avec la nouvelle loi, il n'y aura pas en tout cas question, notamment des chevauchements, comme vous l'avez appelé, où il n'y aura pas en tout cas question des intermittents sur les compétences. Donc, cette loi précise a des aspects très très importants qu'il précise pour chaque acteur intervenant notamment dans ces domaines. Mais alors, pourquoi dans les deux provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, la loi a du mal à se faire ou à être respectée? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ça c'est une question très importante, très capitale, très pertinente. Mais je vais quand même vous donner la réponse sur base des éléments que moi j'ai recueillis sur terrain. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans les Katanga. Moi-même, j'ai constaté ces problèmes que vous avez évoqués, notamment l'inapplicabilité de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs miniers, plus précisément dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, pour des raisons que je vais vous donner tout de suite là. Mais je vais quand même structurer ces raisons-là. Premièrement, ce que j'ai constaté sur terrain, sur l'inapplicabilité effective de cette loi, le premier problème que j'ai constaté, c'est le phénomène de prête-nom. Prête-nom. Ou des sociétés écrans. C'est quoi, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons lu l'article 6 de la loi sur la sous-traitance, vous dit l'activité de la sous-traitance est réservée aux entreprises congolaises à capitaux congolais majoritairement. Et quand vous parlez de la majorité, c'est 51%. 51%. 51%. Alors, pour contourner ou se conformer facialement à cette disposition, qu'est-ce que les entreprises principales font? Les entreprises principales créent des sociétés de sous-traitance, mais d'une façon contournée. Contournée ingénieusement, sagement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le recrutent, souvent dans l'ère société respective, ils recrutent des Congolais, ils leur disent voilà, moi je vous prends comme associé majoritaire dans l'entreprise sous-traitante que je crée. Puisque lorsque vous parlez des secteurs miniers, c'est un secteur qui n'a pas plus. Et vous imaginez une grande société dans ce secteur qui doit signer un contrat de sous-traitance avec une société congolaise, ce sont des millions. Vous avez des contrats de 200 millions de dollars. Vous avez des contrats de 400 millions de dollars. Et qu'est-ce qui se passe, comme je l'ai dit? C'est que dans ce secteur-là, les entreprises principales créent leur propre sous-traitance. Mais pour se conformer à cette disposition, ils engagent des Congolais. Ils leur disent, voilà, toi tu deviens actionnaire majoritaire. Donc tu as 51%. Et moi, je suis actionnaire minoritaire. Je suis étranger, je suis actionnaire minoritaire. Mais, parce que c'est là où il y a comment contourner ça? L'intelligence, ou qu'est-ce qui se passe? Je suis avocat, je sais parfaitement de quoi je parle. En dehors des statuts qui vous disent ou qui vous démontrent effectivement que cette société sous-traitante s'est conformée à la loi, puisque c'est les Congolais qui est actionnaire majoritaire, il y a des pactes d'actionnaires secrets dans lesquels il y a des clauses léonines ou des clauses de gouvernance qui stipulent que vous, majoritaire, vous n'avez pas les pouvoirs de décision et vous n'avez pas les pouvoirs total sur les dividendes. Ce qui crée que vous avez un Congolais qui a une société de sous-traitance, qui a des gros marchés, mais lorsque vous regardez le fonctionnement, vous vous rendez compte vraiment qu'il n'y a pas de développement sur le plan local, sur le plan... Puisque, en réalité, on a simplement maquillé pour se conformer à la loi, alors qu'en réalité, les Congolais, là, n'ont même pas droit sur les décisions, les grandes décisions de l'entreprise, n'ont même pas droit à la totalité des dividendes. On ne partage même pas les dividendes avec lui. Et c'est ici que, d'ailleurs, je vais quand même interpeller les inspecteurs de l'ARSP, que lors des contrôles, de missions de contrôle dans les entreprises principales, il ne faudrait pas simplement se limiter à regarder le statut. Puisque quand vous arrivez pour contrôler la conformité à la loi, on se limite, on regarde le statut, on dit, bon, sur le statut, ce sont des Congolais qui sont majoritaires, puis on laisse. Non. Il faut un audit juridique véritable, très sérieux, pour détecter en réalité qui est le vrai actionnaire majoritaire d'une telle sous-traitance. Ça, c'est le premier problème de prête-nom, qui pose en tout cas problème dans ces provinces que vous avez citées. Le deuxième problème que j'ai constaté, c'est les problèmes
de l'incapacité technique et financière de nos PMI. Vous savez que le secteur minier, c'est un secteur qui exige un standard opérationnel extrêmement élevé, puisque vous avez notamment les normes ISO, vous avez la certification sécurité stricte, et il arrive que les entreprises congolaises à capitaux congolais ont la difficulté d'obtenir facilement les crédits auprès des banques. Puisque lorsque vous voulez avoir un grand marché, surtout dans les secteurs miniers, vous devez avoir des moyens, des gros engins, des machines capables notamment de réaliser l'activité attendue par l'entreprise principale. Et il arrive que ces entreprises congolaises n'ont pas cette capacité-là. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là même où ça pousse les entreprises principales ou les filiales des multinationales de faire des dérogations abusives auprès de l'ARSP pour dire, voilà, nous n'avons pas l'expertise locale capable de réaliser telle tâche, où le volume du travail est tellement élevé qu'il n'y a aucune entreprise congolaise capable de réaliser, donnons la dérogation de signer un contrat avec une sous-traitante étrangère. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème que je décelais, c'est la réqualification des contrats. Et ça, c'est très important. Entre la révision des contrats entre les entreprises principales. Les entreprises principales. Vous savez, les secteurs miniers ou en droit minier, tout comme en droit des affaires, souvent les grands groupes opèrent avec des sociétés sœurs ou des filiales sœurs. Et il arrive qu'une entreprise principale puisse confier sa chaîne de valeur à une sous-traitante intra-groupe. C'est-à-dire, pour fuir les cadres légaux de la sous-traitance, ces entreprises signent des contrats de sous-traitance avec d'autres entreprises qu'ils appellent des entreprises intra-groupes. C'est-à-dire, nous sommes de même filiale. Vous avez une société, vous avez l'entreprise, mais qui a beaucoup de démembrements. Il vous dit, ce que nous avons signé, ce n'est pas un contrat de sous-traitance. C'est un contrat, en tout cas, qui est régi par notre environnement sociétaire. C'est-à-dire, nous sortons du cadre légal de la sous-traitance. Ce n'est pas une violation de la loi? C'est une violation, mais une violation très sage. Et ça échappe notamment à l'ARSP, et ce sont beaucoup de millions qui échappent à l'ARSP. Puisque lorsque l'ARSP veut avoir, lorsque nous voyons le fonctionnement de l'ARSP avec le décret qui a notamment complété, ajouté la loi de 2017, l'ARSP trouve ses dividendes souvent dans les contrats qui sont signés entre les sociétés principales ou les entreprises principales avec les sous-traitants. Je crois notamment c'est 1,2%. Que l'entreprise, que l'ARSP ponctionne dans le chiffre d'affaires lors de la signature du contrat. Mais lorsqu'une société principale, multinationale, échappe notamment dans le cadre légal du contrat de sous-traitance vers une activité qu'ils appellent une activité interne, mais vous voyez que ce sont des millions qui échappent notamment à l'ARSP. Ça, c'est un problème. Défi très, très important. Quatrième défi, en tout cas, c'est le lobbying. Le pouvoir qui dispose le minier. Dans Zinc, vous savez, le secteur minier ou l'industrie minière, c'est les poumons économiques de notre pays. Et les entreprises évoluant dans ce secteur disposent d'un pouvoir de négociation et de lobbying très puissant. Ce qui veut dire que lorsque l'ARSP veut imposer les sous-traitants à ces entreprises principales, ils ont toujours des affirmations ou des arguments très convaincants qui paralysent même le fonctionnement, même le pouvoir. C'est quoi ces arguments convaincants? Souvent, ces entreprises, ils vous disent, si vous nous imposez tel sous-traitant qui n'a pas la capacité, qui n'a pas la qualité requise, qui n'est pas notamment préparé à telle activité, de un, il y aura baisse des productions, de deux, il y aura alourdissement de l'investissement, et vous savez que les politiques n'aiment pas entendre ça. Surtout que le secteur minier, c'est un secteur, en tout cas c'est les poumons économiques. Alors, lorsque vous voulez imposer des sous-traitants congolais à ces grandes filiales étrangères, ils vont vous dire, voilà, si vous nous imposez, surtout que lorsqu'elles ne sont pas d'accord, ils vont vous dire, mais si vous nous imposez telle société de sous-traitance qui n'a pas la qualité, mais il y aura baisse des productions. Vous connaissez la conséquence sur le plan économique. Et ils disposent donc
le pouvoir de négociation très puissant que les politiques entendent facilement. Donc, pour qu'il y ait l'applicabilité effective de cette loi, il nous faut une volonté politique inébranlable, c'est-à-dire capable notamment de sanctionner là où ça ne va pas, là où il y a violation, mais aussi sans toucher notamment à l'économie du cobalt et du cuivre dans ces secteurs-là. Donc, c'est là le problème, le grand défi qui se pose dans ces secteurs sur l'applicabilité de cette loi. Donc, appliquer effectivement cette loi pose problème à ces niveaux-là. Le prête-nom, la réqualification des contrats qui fait échapper à la respect beaucoup des millions, notamment les pouvoirs dont disposent les géants miniers, puisqu'ils détiennent l'économie entre leurs mains, mais aussi notamment la question de la qualification technique dont manquent nos sociétés. Nos sociétés. C'est vraiment un problème épineux. Apparemment, le résoudre va demander quand même un peu du temps et de la persévérance du côté congolais. Mais à la tête de cette entreprise, maintenant on a nommé quelqu'un d'autre. C'est M. Ted Baleshai. Il est de l'UDPS, justement. Quelle est votre lecture par rapport à son profil? Est-ce qu'il peut jouer, il peut apporter quelque chose au-delà de ce qui existe déjà? En tout cas, je profite de cette opportunité sur votre plateau de féliciter les DG Ted Baleshai et Kassanda Joanne pour sa nomination. Mais s'agissant de votre question sur son profil, est-ce que c'est l'homme de la situation? Je vais vous répondre. Selon moi, et là je mets entre guillemets, je pense qu'aujourd'hui, l'ARSP, c'est pour la première fois que l'ARSP est un DG avec un tel profil. Je vais me justifier pourquoi. Allez-y. Aujourd'hui, je dirais que c'est une chance que l'ARSP ait à sa tête quelqu'un d'un tel profil. Puisque Ted Baleshai, je l'ai connu, ce n'est pas quelqu'un qui a été ramassé ici par là, c'est quelqu'un qui s'y connaît. D'abord, lorsque vous regardez le profil de Ted Baleshai, avant qu'il soit nommé, il était d'abord auditeur, et auditeur, pas n'importe dans n'importe quel cabinet d'audit. Il était auditeur dans un cabinet international, hautement élevé. Aujourd'hui, lorsque vous me parlez d'un cabinet d'audit international, moi je vous citerai que des KPMG et Deloitte. Et Ted a été auditeur au KPMG, qui est une école de formation très élevée. Deuxièmement, Ted c'est un expert comptable, reconnu officiellement à l'ONEC. Troisièmement, avant son nomination, il était inspecteur des finances. Déjà, regarder ses profils et être à la tête de l'établissement public comme ARSP, je pense que c'est un atout. C'est pour cela que je vous ai dit que ça peut être la première fois, depuis que l'ARSP existe, qu'elle ait à sa tête quelqu'un d'un tel profil. Et celui qui vient d'être parti? En tout cas, je ne connais pas trop, mais puisque vous avez parlé de l'actuel DG Ted Baleshai, c'est pour cela que je vous donne quand même, j'essaie de faire les analyses sur ses profils, sur le travail qu'il veut exercer. Il soit résoudre tous ces problèmes qu'il y a. Pourquoi j'essaie un peu d'évoquer cela? Puisque vous savez qu'avec les profils d'auditeurs, en tant qu'auditeur, c'est une chance pour l'entreprise. C'est une chance notamment pour l'ARSP, puisque la gestion sera saine, rigoureuse et transparente. En tant qu'expert comptable, il connaît les chiffres. Il sait que lors de contrôles, les entreprises souvent ont tendance à cacher beaucoup de choses. Il a la capacité de connaître, de détecter les mouvements, surtout que nous avons parlé notamment des sociétés prête-nom et consorts. Il a cette capacité de voir des choses d'une façon que quelqu'un autre ne peut pas voir. Et en tant qu'inspecteur de finances, ancien inspecteur de finances, il connaît beaucoup de choses sur le fonctionnement notamment de toutes ces entreprises. Je crois qu'avec ses profils, c'est quelqu'un de la situation. Mais partons notamment le défi qui aujourd'hui arroge l'ARSP. Je suis avocat, je vais traiter beaucoup de questions de l'ARSP. Il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Le premier défi, c'est notamment la question de la lutte contre les sociétés écrans. En tout cas, si le récit notamment a démantelé toutes les sociétés écrans, il va bâtir une classe moyenne, en tout cas, que depuis ces pays existé, n'a jamais eu. C'est parmi les plus grands défis. Ce sont les défis. Parce que je ne voudrais pas quand même entrer dans le détail de ce qu'il a dit.
si vous suivez notamment son discours lors de la remise-reprise, il a évoqué toutes ces questions très importantes. Parmi les défis qui l'attendent aujourd'hui, vous avez le défi de la respectabilité des 51% qui doit revenir notamment aux Congolais. Vous avez les défis notamment sur les boostages du PMI. C'est un grand défi qui l'attend. Vous avez également le défi sur la compte sociale actuellement à la respect. Je vous dis qu'il y avait des tensions très très fortes avant même sa nomination, où vous avez un écart très élevé en termes de traitement, les agents qui se plaignent tous les jours, les couronnes sociales qui ne cessent en tout cas de s'abattre sur la respect. Et je crois, puisque vous vous imaginez que la respect est censé mobiliser beaucoup de milliards. Mais ceux qui travaillent, quand vous regardez les traitements salariales, mais vous vous demandez, ça c'est un service qui mobilise de telles sommes entendues, ou ce n'est pas ce service. Donc aujourd'hui, je crois, Tête Béléchaï a ces défis qu'il doit relever, notamment l'augmentation des salaires des agents et consorts. Je crois que ce sont les défis qu'il attend aujourd'hui qu'il doit relever. Mais aussi, il y a un défi sur les contenus locaux. Donc, il doit appliquer le projet de loi sur les contenus locaux, mais également l'autre loi qui Merci beaucoup, la sous-traitance. Maître Méga Lumbala Théophile. Mais peut-être pour finir, hein, je crois qu'on doit partir, on doit laisser pour finir, qu'est-ce qu'il faudra, qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous suggérez à l'actuel DG et même au gouvernement pour résoudre ces problèmes, tous ces problèmes qui minent le secteur minier? D'abord, parmi les solutions palliatives aujourd'hui qui minent la respect, comme nous l'avons dit, les problèmes notamment de la mobilisation qui pose problème, puisque comme je vous ai dit, la respect, conformément au décret, je crois, de 2020, a droit, parmi notamment les causes des dividendes, a droit d'obtenir 1,2% sur les chiffres d'affaires lors des signatures des contrats de sous-traitance. Mais avec tous les problèmes que nous avons soulevés, où les entreprises principales échappent notamment à la loi sur la sous-traitance, la respect a l'obligation aujourd'hui de faire le travail qu'il faut faire. D'accord. Si on réussit à traquer, parce que quand j'insiste beaucoup sur ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont créé des sociétés de sous-traitance, qui étaient en fonction, qui ont créé des sociétés de sous-traitance, et pratiquement tous les marchés, ce sont leurs propres sociétés qui gèrent. Ou pour se faire beaucoup d'argent, ils valident facilement, notamment les documents qui sont présentés par le multinational qui crée des sociétés de sous-traitance. Donc, aujourd'hui, nous avons des lois qui sont actuellement au Parlement, parce que je pense que ce sont ces lois qui doivent mettre cette fois-ci de l'ordre. Puisqu'avec la loi de 2017 que nous avons lue ici, cette loi n'a pas vraiment précisé les rôles, n'a pas précisé les pouvoirs réels, n'a pas précisé en tout cas la spécificité de chaque acteur intervenant. Mais avec la loi sur le contenu local, avec la loi qui modifie cette loi, je crois que ça va être un élément des coups de pouce pour l'actuelle direction générale. C'était Maître Méga Lumbala Théophile. En tout cas, merci énormément d'avoir été des nôtres. Mais on espère qu'on est d'avoir fructueux mandat au niveau DG. On espère également que tout ce que vous avez relevé comme dysfonctionnements seront résolus, mais aussi votre plaidoyer soit entendu par les autorités. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Nous ne sommes que les acteurs clés qui essaient un peu d'intervenir dans ces domaines. Nous avons commencé à dénoncer les mauvaises pratiques depuis l'année passée 2015, pour ce qui nous suivent 2025 plutôt. Dénoncer les mauvaises pratiques, dénoncer. Et aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui est à l'écoute, qui se connaît dans la matière. Nous espérons en tout cas qu'il mettra en pratique notamment notre plaidoyer, en tout cas nos réformes, parce qu'il a beaucoup de réformes qu'il attend aujourd'hui. Je crois certainement que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et s'il y a une volonté politique inébranlable qui l'appuie dans cette vision de créer une classe moyenne capable, je pense que l'économie va en bénéficier et ça sera un coup de pouce pour notre économie. Merci énormément, Maître Méga Lumbala Théophile. C'est par là qu'on va complètement boucler l'émission. Voilà, c'est une matière un peu plus technique, mais pour plus de détails, ceux qui souhaiteraient être en contact avec Maître Méga, vous pouvez nous appeler, nous écrire. On peut vous passer son contact, vous pouvez échanger avec lui. Si vous souhaitez justement comprendre de façon détaillée tout ce qui tourne autour de cette entreprise de l'État, l'autorité de régulation
dans la sous-traitance du secteur privé en RDC. Allez, on va vous quitter par ces mots. Allez, portez-vous bien et excellent week-end chez vous.